Cette semaine, le 5e épisode de Présente est consacré à Sabrina Bellouard et j'espère très sincèrement qu'il vous plaira. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de Sabrina Bellouard grâce à Flora Feta, une critique d'art et commissaire d'exposition dont j'admire beaucoup le travail et dont je chéris également l'amitié. L'année dernière, Flora m'a parlé d'une œuvre qu'elle avait croisée dans les allées du Salon de Montrouge. Une fois face à l'œuvre, je suis simplement restée bouche bée. C'était un grand monochrome entièrement réalisé avec du henné. Sabrina Bellouard s'emparait ici d'un étalon du modernisme occidental et de surcroît masculin. Le monochrome, c'est Malevich, c'est Rothko, c'est Klein, Soulages et j'en passe. Et là, une artiste avait le toupet de présenter en 2019 à un salon de jeunes créations un monochrome. Pire encore, elle avait utilisé pour cela du henné, un colorant naturel employé depuis l'Égypte antique par les femmes d'Inde et du Maghreb, dans l'intimité de leur foyer. C'était un geste ultra puissant. En un monochrome, Sabrina Bellouard avait réussi à faire une œuvre féministe, anticolonialiste, intersectionnelle, écologiste, écoféministe, sans grandiloquence et sans jamais sacrifier la beauté de son tableau, sa poésie et sa douceur. Enfin bref, un coup de maîtresse qui encore aujourd'hui m'impressionne. C'est pour cela que je suis immensément contente de recevoir Sabrina Bellouard pour le 5e épisode de Présente. Bonjour Sabrina, ça va? Bonjour Camille, ça va et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Ena, cette œuvre que tu présentais au Salon de Montrouge, elle a énormément d'aplomb, elle est très grande et elle fait et le fait qu'il n'y ait aucune figure humaine lui ajoute un aspect encore plus sourd. Je trouve que c'est une espèce de tabula rasa sur tous les méfaits qui ont été commis, et le fait que tu choisisses le henné, qui est une plante réputée pour ses vertus cicatrisantes, c'est encore plus beau, comme si tu venais panser certaines plaies en fait. Cette œuvre, elle est née dans un premier temps presque par hasard, contrairement aux autres, puis elle t'a demandé énormément d'énergie. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire? Bien sûr. Alors cette œuvre, elle a été réalisée en 2015, quand j'étais encore aux Beaux-Arts de Marseille. Mais avant cela, avant la réalisation, en fait, c'était aussi une forme de rencontre qui s'est passée, la rencontre avec le henné. J'étais dans l'atelier d'Anita Molinero, donc ma prof de sculpture à l'époque, et un jour elle nous a donné un sujet qui était de prendre un truc qu'il y avait dans notre sac et d'essayer d'en faire quelque chose. Et moi, en fait, dans mon sac, j'avais déjà ma coloration que je voulais faire pour le soir sur mes cheveux. Et, et donc, au final, je me dis, bon, bah, je vais utiliser mon petit henné. Et j'ai commencé à le mouiller, à le malaxer, à essayer de lui donner une forme et à essayer que ce henné se transforme en sculpture. Bon, c'était un échec total, mais c'était ma première rencontre avec le henné. Et au final, de la sculpture, je suis passée à la peinture. Et j'ai décidé de faire un grand monochrome parce que les monochromes m'ont toujours intriguée. J'adore le travail de Malevich. Et j'ai un peu plus de mal, par exemple, avec Soulages, mais bon. Mais voilà, j'ai toujours été fascinée par le monochrome parce que qu'on soit dans le milieu de l'art contemporain, ou enfin de l'art en général, ou qu'on soit néophyte, c'est une forme qui a toujours créé polémique. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où dans l'art, on va respecter cet avant-gardisme, cette révolution de la peinture qu'est le monochrome, tu vois. Et pour les personnes qui sont pas trop dans l'art,
quand ils vont voir un monochrome ou quoi, ils vont dire ouais, l'art c'est un peu bidon, regarde, il y a des gens, ils font un carré blanc sur fond blanc, c'est de l'arnaque, tu vois. Ça m'a toujours intriguée, tu vois. J'ai toujours kiffé les analyses un peu comme ça des deux côtés sur la forme du monochrome, quel monochrome. Et puis généralement dans mon travail, ce que j'aime bien faire, c'est euh, euh, fusionner, j'aime bien ce mot, fusionner l'Orient et l'Occident. Mais là, c'est exactement ça. Tu prends un truc qui est fait la majeure partie du temps par des mecs blancs, en fait, et toi, tu le fais avec aussi un matériau dont s'emparent, en fait, les femmes orientales, tu vois. Et donc, t'as ce truc-là qui est assez impressionnant, quoi. Clairement, clairement, comme tu disais, le monochrome est connu au travers de Malevich, Soulage, donc des hommes, voilà, on connaît ces artistes. Et moi, je reprends une matière qui, à la base, est très esthétique, très féminine. Le henné, à la base, c'est fait pour... c'est une sorte de fond de teint. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as le teint un peu pâle, voilà, tu te frottes un peu de henné sur le visage, ça va te donner bonne mine, tu vois. Par la suite, ça a été des colorations, ça a été aussi des vernis, et ça a été des traditions qui se sont liées à cette matière. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une fête religieuse musulmane, voilà, on va faire un petit rond dans la main ou des choses comme ça. Donc c'est devenu hyper symbolique quand même au fur et à mesure. Mais c'est quand même rattaché à la femme, à la beauté de la femme, à l'esthétique de la femme. Donc il y a une certaine, enfin, il y a une certaine, ouais, féminité au travers de cette toile, tu vois. Je suggère la féminité au travers de cette matière, tu vois. Et avec cette œuvre, tu as réussi à abriter beaucoup d'engagement. Et en fait, ton travail, je trouve qu'il qu'il est globalement dans cette dynamique, c'est-à-dire que toutes tes œuvres motivent le fait que l'on rebatte les cartes. J'ai l'impression que chacune d'entre elles consiste finalement à tirer un trait sur le passé pour proposer une histoire nouvelle qui inclut cette fois-ci les personnes restées à la barge pour leur permettre d'avoir voix au chapitre. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les femmes orientales, notamment, tu vois. Je dirais pas de tirer un trait sur le passé. Je dirais plus... Enfin, toi, tu disais tirer un trait sur le passé pour créer un nouveau sens ou en tout cas une nouvelle histoire. Hein, voilà. Moi, je dirais plus me nourrir du passé parce que c'est une base, tu vois, dans mon travail. Donc, me nourrir du passé, me le réapproprier afin d'en redonner mon sens, tu vois, ma vision, tu vois. Par exemple, quand j'aime bien mettre en avant toutes les personnes un peu mises à l'écart au niveau de la société, et ces personnes-là, je vais aller vers eux, ça va être une rencontre qui va s'installer au fur et à mesure, ça va être des échanges, ça va être une confiance qui va se lier, et par la suite, de par cette confiance, bah, ces personnes vont me raconter un peu leur histoire, d'où elles viennent, etc. Donc je vais emmagasiner tout leur vécu, tu vois, en tout cas ce qu'ils veulent bien me faire partager, et avec ça, je vais par la suite produire une œuvre. Et je trouve, tu vois, je te disais avant de préparer cette interview et prendre le temps en fait de vraiment discuter avec toi, je t'ai dit que j'étais très impressionnée par ta personne. Comme Ena en fait, il y a une espèce d'aplomb qui se dégage de toi. Et aujourd'hui, je pense que je réussis doucement à identifier ce à quoi c'est dû. Et je pense que ça vient notamment d'une espèce de colère et c'est sans doute aussi cette colère-là, elle vient aussi sans doute de toutes ces rencontres que t'as fait aussi parce que t'as emmagasiné des vécus qui sont pas non plus les plus, enfin tu vois, qui sont,
chargé d'expérience, de choses, quoi. Donc c'est voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de colère aussi qui est présente en toi et qui donne en fait toute la force à ton travail aussi. Clairement, carrément même. C'est en fait la colère que j'ai envers la société. Enfin, c'est un peu cliché à dire, je sais pas, ça fait un peu de pathos, mais voilà, quoi, il y a des choses qui vont pas. euh, et ça me fout la haine, tu vois. Donc j'ai envie de le montrer, tu vois, clairement. Il y a des inégalités, il y a du racisme, faut appeler un chat. Il y a beaucoup de racisme encore à ce jour, tu vois. Donc moi, c'est des sujets qui me titillent, tu vois. Ça m'alimente, tu vois, parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de, tu vois, ces personnes qui sont mises à l'écart, je veux leur donner en tout cas une identité, leur redonner une identité, les mettre sur un piédestal et dire putain, ces gens, en fait, ils sont utiles dans la société. Les gens étaient bien contents d'avoir des rues pavées. Et ben, les gens qui ont pavé ces putains de rues, bah, c'était des immigrés, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'aime rencontrer ces gens, j'aime raconter aussi mon histoire parce que l'histoire de mes parents et mon histoire, c'est une histoire issue de l'immigration, clairement. Et je me sens, vu que je connais ce genre d'histoire, bah, ça m'est familier et forcément, dans mon travail, il y a ça qui va ressortir, tu vois. C'est automatique, hein, même sans le vouloir, ça vient. Donc, voilà. Et c'est aussi ce que je trouve super fort dans ton travail, c'est qu'il y a cette espèce de colère évidemment qui est là, tu vois, mais pas que, il y a aussi énormément de curiosité et de bienveillance aussi dans ton travail, comme lorsque tu t'as photographié un monsieur qui s'appelle Monsieur Bobigny, où il y a ces femmes aussi qui sont ces vendeuses d'or en Algérie, t'arrives pas... Et c'est ça qui est fort, c'est que chacune de tes œuvres est une espèce de rencontre aussi, et pour motiver cette rencontre, t'arrives pas avec tes gros sabots pour prendre des photos, tu vas prendre ton temps et tu vas vraiment, tu vas pas juste figer une image, tu vas en fait relater un récit, tu vas mettre en récit en fait des vies et des existences. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce travail, notamment avec ces femmes par exemple, où là on verrait bien comment en fait t'entreprends en fait cette rencontre? Qui en plus est motivé uniquement par toi. C'est ça qui est aussi compliqué. Ouais, alors par où commencer pour donc Désolée, il y a beaucoup de choses, hein, mais... Ouais, mais donc pour ces femmes, la série photographique s'appelle The Gold Sealers. Et en fait, pour raconter la genèse de cette série de photos, depuis que je suis petite, je suis toujours partie en vacances en Algérie. Et en fait, tous les étés, je croisais ces femmes dans les rues quand on allait faire du shopping avec mes parents. Et à chaque fois, je regardais, mes yeux s'arrêtaient sur ces femmes et je me demandais ce qu'elles faisaient ornées d'or. Enfin, rien que le soleil tapait sur elles, tu vois. T'es obligé de les regarder, ces bonnes femmes. Et donc, en fait, qu'on comprenne bien, en fait, c'est des femmes qui sont... dans tes photos, on les voit souvent assises par terre et qui montrent leurs mains. Et leurs mains, en fait, sur chacune de leurs doigts, il y a plein de bagues, il y a plein d'objets en or, etc. Et donc, ces femmes, tu dis qu'elles sont un peu partout, en fait, dans la ville, en fait. Elles sont dans certains quartiers d'Alger. Ouais. Bien précis. C'est pas dans toute la ville, c'est vraiment des quartiers bien précis pour leur business qui est connu, tu vois. Et oui, donc ces femmes portent des bagues, des chaînes, t'as de tout en fait là-bas. T'as des bagues Coco Chanel, t'as des bagues Louis Vuitton. C'est d'un kitsch, c'est horrible. Honnêtement, les bijoux sont dégueulasses. Mais t'as ce marquage aussi qui est hyper intéressant des marques, tu vois. Le marquage des marques, c'est-à-dire Louis Vuitton, Coco Chanel, Dior, machin. Il y a des bagues que j'ai photographiées où il y a écrit Dior en gros. C'est vulgaire, tu vois. Mais bon. Mais, tu vois, c'est comme...
sais, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui rêvent d'avoir un jour un sac Chanel, tu vois. Ouais. Ou un sac Vuitton, ou n'importe quoi. T'as ces choses-là qui sont hyper ancrées dans la tête des gens, inconsciemment, tu vois. Donc elles, quand elles vont essayer de vendre leur or, elles vont essayer de titiller d'autres femmes avec les mots, tu vois, genre bien spécifiques, Coco Chanel, Louis Vuitton, genre c'est la classe, ça va se vendre, tu vois. C'est ancré dans la tête des gens et c'est hyper intéressant, mais bon, pour en revenir à l'histoire de base de The Gold, c'est que donc ces femmes, je les voyais depuis toute petite en Algérie quand je partais en vacances là-bas. Et en fait, à chaque fois, je demandais à ma mère qu'est-ce qu'elles font par terre, ces femmes? Pourquoi elles ont de l'or? Enfin, je comprenais pas ce qu'elles faisaient là. Et ma mère, à chaque fois, elle me disait, c'est la honte, regarde pas, tourne la tête. Bon. Et ça m'a intriguée. Toutes ces années, j'ai grandi toujours en jetant un œil quand même sur ces femmes, et en me disant, mais qu'est-ce qu'elles font de honteux, en fait? Je comprenais pas. Et en fait, donc en grandissant et en me spécialisant dans l'art, forcément, j'ai voulu répondre à ces questions quand j'étais petite. Et en fait, donc je suis allée à la rencontre de ces femmes. Du jour au lendemain, j'ai pris un billet pour Alger et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant, je veux savoir les réponses à mes questions. Ouais, ça te prenait vraiment la tête, quoi. Ouais, c'était un truc que je voulais... je sais pas, tu vois, par exemple, le henné qu'on te met sur la main, tu vois, parce que c'est l'Aïd ou un truc comme ça. Moi, on me le mettait, mais je savais pas c'était quoi exactement la signification ou le symbole du henné. Enfin, donc en fait, j'ai grandi avec plein de trucs qu'on m'a inculqués. Tu dois faire comme si... Voilà, tu vois. Ouais. Et toujours... Orient-Occident, avec cette dualité, Orient-Occident, t'as le droit de faire ça, mais pas trop ça, mais ceci, mais cela, mais nan. Donc, là, je comprenais pas pourquoi elles étaient là, mais c'était la honte, mais il faut pas les regarder, mais elles sont quand même présentes. Donc, je suis allée à leur rencontre du jour au lendemain. Et j'ai parlé avec ces femmes, et en fait, ça a mis du temps, hein, parce que quand je suis arrivée au début, elles me prenaient pour une journaliste. J'étais là avec un énorme appareil photo. Bref, c'était pas la meilleure manière de faire. Et en fait, elle se passe le message très rapidement. Donc elle pensait que j'étais journaliste et tac, téléphone arabe, tac, 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 tout le monde savait que j'allais passer. Et il y a une de ces femmes qui m'a fait confiance. Et c'est là que ça a commencé, qu'a commencé en fait l'échange avec une de ces délalates. Elles s'appellent comme ça, les délalates. Et elles sont très connues en Algérie. Donc en fait, je me suis assise à côté d'elle dans la rue, tout simplement. Et j'étais avec un accompagnateur parce que j'avais peur qu'elle me prenne vraiment pour la Française qui arrive, qui demande une photo, qui demande ton... Ouais, voilà, tu vois. Donc je me suis dit, bon, voilà, si je suis avec un ami qui est un Algérien, qui est né en Algérie, tu vois, peut-être qu'elle me ferait un peu plus confiance. Ça va mieux passer. Ouais, tu vois. Et en fait, ça a carrément marché, quoi. Je leur ai dit clairement que j'étais artiste et pas du tout journaliste, que depuis petite, clairement, je comprenais pas ce qu'elles faisaient dans les rues et que je voulais simplement connaître leur histoire. Et donc, elles commençaient à me raconter leur histoire du fait que c'était des femmes qui ont vécu en fait un deuil. Leur mari est mort ou un divorce, en tout cas, elles n'ont plus cette protection masculine, tu vois. Et en fait, ces femmes, pour essayer de s'en sortir, parce qu'elles ont eu des enfants avec ces hommes qui ne sont plus là, ont commencé à vendre leur dot de mariage, sachant que la dot, généralement, c'est des parures, c'est des bijoux très bling bling, etc. Et donc elles ont commencé à monnayer
leur or, et voyant en fait que ça commençait à devenir enfin ça fonctionnait quoi, c'était un marché hyper florissant, tu vois. Et ben elles sont devenues accros à ce boulot. Et elles peuvent plus s'arrêter, malgré que leur gosse soit grand, autonome, indépendant, tout ce que tu veux, et que maintenant, voilà, ils ont fait leur vie et tout se passe mieux. Et ben ces femmes, toutes les années qu'elles ont passées dans la rue à regarder les gens, à faire leur business, etc., et ben elles en sont tombées accros. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que je demandais à ces femmes si elles avaient peur du regard des autres, et c'est des femmes en fait qui sont hyper fortes. C'est en fait des mères, ce sont des mères qui, à un moment dans leur vie, ont galéré et ont trouvé une solution pour essayer de s'en sortir, tu vois. Donc s'il fallait se mettre dans la rue pour vendre des vêtements ou de l'or ou autre chose, on y va coûte que coûte. Voilà, on y va coûte que coûte. Elles ont commencé par leur or, l'or, sachant que c'est une monnaie quand même universelle, c'est hyper symbolique en fait. Enfin, dans ma tête, je trouvais qu'elles se rendaient pas compte du truc de ouf qu'elles faisaient en fait, parce que on est dans un pays musulman, on est en Algérie. C'est des femmes qui gèrent de l'or. Donc, moi j'ai trouvé ça oufissime, et putain, elles ont une force, ces bonnes femmes. Tu sens que c'est des femmes qui ont du vécu, tu vois. Et forcément, à la fin de notre échange, voilà, je leur ai demandé si je pouvais prendre leurs mains en photo. Parce qu'elles sont comme des présentoirs, tu vois, dans la rue. Donc, moi, je voulais prendre en photo le présentoir, tu vois. Et elles m'ont dit ok au fur et à mesure. Donc, ça a été une très, très, très belle rencontre. Et à la fin, ben, c'était même des selfies, tu vois. En off de ça, j'ai des selfies avec chacune des vendeuses, tu vois. Donc, c'était sympa. Ouais. Et en fait, ce rapport-là entre une espèce de petite anecdote dans ta vie ou quelque chose de bien plus présent dans ta vie, en fait, dans tout ton travail, j'ai envie de dire que ta vie a une place hyper importante, mais on le voit pas nécessairement, et on le voit bien avec cette série-là d'ailleurs. Et je trouve aussi que c'est ça qui est troublant quand tu filmes Les Invisibles, une autre série. Tu montres une femme qui se lève à 3h du matin, qui part faire ses ménages dans les plus beaux quartiers de Paris, et c'est seulement en te demandant qui est cette femme qu'on apprend que cette femme est ta maman. Et je trouve que ça rejoint aussi pas mal le fait qu'aucun visage n'apparaisse devant, vraiment dans ton travail. Tu disais que tu prenais les mains en photo par exemple, et c'est également le cas de Monsieur Bobigny, une autre série dont on n'a pas parlé, et je trouve qu'en fait il y a une espèce d'anonymat dans toutes tes pièces qui apporte une valeur universelle entre guillemets à ton travail. Et qui permet aussi à chaque personne, quelle que soit la région du monde, quelle que soit, voilà, tu vois, par exemple, moi j'ai été ultra touchée par ton travail alors que je suis jamais allée en Algérie, par exemple. Ouais, non, mais clairement, j'aime pas mettre. Comme je te disais déjà en amont, j'ai un problème moi avec les visages, donc je trouve que ça enferme trop. Ça en dit trop et pas assez, tu vois. Enfin, je sais pas, donc moi en tout cas dans mes œuvres, je préfère que il n'y ait pas un arrêt sur image sur le visage des gens. C'est pas ce qui m'intéresse. On peut suggérer des choses sans forcément le montrer de manière frontale, tu vois ce que je veux dire. En montrant des mains, tu suggères les mains, le travail, la labeur, tu vois, Oui, c'est une puissance évocatrice hyper forte aussi, la main. Tu vois, donc même pour les mates de peau, tu vois, les mates de peau, c'est une empreinte de mon visage, donc t'as quelque chose un peu de fantomatique, voilà. Mais toi, tu parlais des Invisibles. C'est une vidéo qui me touche beaucoup parce que on y voit ma mère, forcément, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'œuvre qui met en tout cas sur un piédestal ces personnes mises à l'écart, tu vois.
c'est une bonne femme qui fait des ménages dans Paris. Elle rencontre personne pendant tout ce temps où elle fait ses ménages. Il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas un merci, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de reconnaissance. Tu vas pour laver la merde des gens, tu vois. Et en général, les gens qui lavent la merde des gens, c'est des gens issus de l'immigration. Donc, faut dire les choses, tu vois. Clairement. Et ces gens ont quitté un pays en se disant, vas-y, la France, c'est une vie meilleure, tu vois. Et au final, ils se retrouvent à la plonge, en train de faire des ménages ou à McDo pour travailler derrière toute une multinationale. Enfin bref, t'as tout un truc comme ça qui me fout la haine, parce que tout à l'heure tu parlais de colère, tu vois, donc là on en revient à cette fameuse colère, et donc forcément je veux mettre en avant ces gens-là. C'est fou parce que dans cette vidéo, à un moment, t'as un temps où donc t'as cette femme qui est dans Paris, et tu entends en fait des oiseaux, des oiseaux, un chant d'oiseaux chanter rien que pour elle, tu vois. Et, euh, et en fait, ma mère me disait, tu vois, je fais peut-être un boulot de merde, c'est un fait, mais qu'est-ce que je kiffe être à 4 heures du matin dans Paris, je croise personne et j'entends ces petits oiseaux. Et quelques années plus tard, tu vois, j'ai montré cette vidéo à un artiste qui s'appelle Mohamed Bourouissa. Et en fait, il a voulu compléter, on va dire, en tout cas apporter sa touche à mon œuvre. Et en fait, il est retourné sur le lieu où j'ai filmé ma mère, en train de travailler. Et en fait, il a enregistré les oiseaux. Et il est parti à la recherche de ces oiseaux, pour savoir quelle était l'origine de ces oiseaux. Il s'est avéré, c'était un truc de fou, que c'était des rouges-gorges, oiseaux migrateurs. Non, et voilà, un truc de fou, la boucle est bouclée. Non, j'ai des frissons, c'est... Ouais, donc non, c'était la belle découverte que j'ai faite via Mohamed Bourouissa, donc j'étais super contente. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai des frissons à chaque fois que tu me parles de tes pièces, et même sans que tu m'en parles aussi, tu vois. Enfin, c'est comme cette rencontre avec la pièce Ena, enfin c'est trop fort. Donc merci. C'est gentil. Et en fait, on peut dire, mine de rien, que t'as un travail engagé, tu vois. On peut dire que les thèmes que tu abordes peuvent être aussi clivants. On parlait des femmes de ménage, des golden sellers, tu parles aussi des personnes immigrées. C'est pas forcément les thèmes les plus évidents à aborder, simplement parce que ce sont des personnes qu'on laisse dans l'ombre, justement, dont on réclame qu'elles ne fassent pas trop de bruit. Parfois même, ce sont des personnes qui peuvent être mal vues, et toi, au contraire, tu les montres, tu les donnes à voir. Comment tu fais pour qu'elles acceptent déjà, et pour qu'elles ne se sentent pas affichées aux yeux de tous, parce qu'en quelque sorte, quand tu les mets ainsi en avant, elles sont presque la personnification, si ce n'est l'étendard de problèmes systémiques, tu vois. Comment je fais? Tu vois, même ta maman qui se dise ok, bah en fait c'est certes ma fille qui va me filmer, il va certes y avoir une espèce d'intimité entre vous deux pendant que tu filmes, mais après cette vidéo là, bah elle est montrée dans un white cube, enfin tu vois, c'est tu vois là par exemple, tu dis voilà, là tu vas filmer ta mère pour la vidéo Les Invisibles, et donc il y a quelque chose de très intime qui se crée. Donc au-delà du lien familial, il y a un truc encore plus fort. Et avec toutes ces personnes que je rencontre, que ce soit Monsieur Bobigny, les Delalat en Algérie, les danseurs aussi pro dans ma vidéo battle, tu vois, ces rencontres en fait, pour qu'elles soient comment dire, pour qu'elles m'inspirent entre guillemets, et pour qu'il y ait quelque chose de fort qui en sort, tu vois.
il faut juste de la sincérité. C'est ma base, tu vois. Moi, je vais pas rencontrer des gens et leur sauter dessus et faire une photo et me barrer, tu vois. C'est pas le délire, c'est pas ce que je veux. Je veux apprendre quelque chose. Je veux qu'on m'apprenne des choses. Et si ces choses, je les trouve injustes ou belles, ou, enfin, tu vois, qu'il y a un sentiment derrière ça, forcément, je vais en faire un truc, tu vois. Donc, et c'est fou parce que en ce moment-là, on est actuellement dans un confinement, on est tous enfermés, etc. Et c'est fou parce que je vois, j'entends en tout cas des gens qui, à 20h, applaudissent les infirmiers, etc. Ça, honnêtement, c'est beau, hein, ok, ce que tu veux. Mais ça me fout le seum, tu vois, ça me fout la haine. Ça me fout la haine dans le sens où toute l'année, ces gens donnent leur vie pour d'autres personnes. Payer une misère. Payer une misère. Que ce soit même les caissiers, que ce soit les femmes de ménage, etc. Mais là, vu que c'est une période de crise, on va aller les applaudir par la fenêtre parce qu'on est on va les appeler nos héros, etc. C'est ça. Parce qu'on est des putains de faux culs. Mais si tu es infirmier et que t'es mon voisin, barre-toi. S'il te plaît. On sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est... Eh ben, tout ça, tu vois, c'est des choses qui me nourrissent, tu vois. Je sais pas, voilà. Et tu vois, en plus, il y a un point en commun dans tout ce que tu as dit, tu vois, c'est que ces caissières, ces personnes qui vont faire le ménage, etc. Enfin, tu vois, et ben les 3/4 du temps, c'est ce qu'on appelle les métiers du care, donc des personnes qui vont soigner, qui vont prendre le temps, qui vont pas avoir les plus gros savoirs, qui vont pas être des médecins, etc. Mais c'est souvent des femmes, et c'est souvent des femmes issues de l'immigration, tu vois. Clairement. Ouais. Et voilà, que dire de plus, quoi. Ça veut tout dire, en fait. Tu vois, il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc, bon. C'est triste, tu vois, de se dire que en 2020, il y a encore des gens qui sont mis à l'écart, qu'en 2020, il y a encore des inégalités salariales, qu'en 2020... Bref, la liste, elle est super longue. Mais bon, autant en parler, autant créer des œuvres autour de ces inégalités et... peut-être qu'un jour, qui sait, les choses deviendront à la normale, tu vois. En tout cas, tu fais ça avec... Enfin, tu fais ça super bien, quoi. C'est-à-dire que chacune de tes œuvres, c'est un énorme coup de poing dans la gueule et en même temps, enfin, tu fais ça avec énormément de tendresse et c'est ça aussi qui... Enfin voilà, t'as compris, je suis une grande fan de ton travail. J'en arrive à ma dernière question que je pose à chacun et chacune de mes invités que tu connais. La fameuse question. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Sabrina? On parlait des sous en plus, ça tombe bien. Bien sûr. Donc, pour y répondre clairement, ça dépend. Ouais. Voilà. Il y a des mois où je vais vendre, il y a des mois où je vais pas vendre. Les jours où je vais pas vendre, je vais souvent assister des artistes. Ouais. Tu vois, qui est un autre boulot, on va dire, tu vois, c'est un boulot alimentaire, mais qui reste dans le milieu de l'art, tu vois. Donc, assister des artistes, ça a été une grande partie de mon boulot, de mes revenus en tout cas. Après, c'est une question tellement gênante. Ben bizarrement. Oui, et c'est pour ça que je la pose. C'est pour ça que je la pose parce que en fait, comme elle est gênante, parce que je pense qu'on est dans un milieu aussi de paraître en fait. On est dans un milieu où en fait on doit montrer que tout se passe bien, tu dois avoir un compte Instagram super beau, montrer en fait que t'es désirable et enfin tu vois, et que t'es désiré pour derrière, que ce soit moi en tant que critique d'art, hein, je suis exactement dans la même dynamique. Il faut que je montre que je vends des textes, que machin, que j'ai voilà un texte par-ci par-là et tout, pour derrière avoir d'autres clients ou clientes. Faut qu'on ait une belle bio,
aussi, qui soit un peu sexy, tu vois, pour attirer les gens, pour attirer les... mm. Et au final, tout ça, c'est du bullshit, tu vois, parce que il y a des mois où mon compte, il est à moins, laisse tomber, je sais même plus combien il y a de chiffres, voilà, on connaît. On connaît les moments où t'es là à manger des pâtes, limite, t'es là en train de te dire, putain, j'ai fini les études ou je suis encore dedans, Grave. tu vois. Donc voilà, c'est des périodes aussi qui m'arrivent où forcément, ben, quand il faut aller gratter pour finir les fins de mois, ben, tu vas gratter. Et en plus, j'ajoute à cela que pour produire, en tout cas des œuvres, il faut de l'argent. Mais c'est ça. Et ben, ça tombe pas encore du ciel, tu vois. Et avant que tu puisses en vivre, je pense qu'il faut un temps, plusieurs années, tu vois. Il faut que tu fasses ton taf. Ouais, voilà, que tu t'accroches au moins une dizaine d'années pour pouvoir commencer à en vivre, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je suis dans la période où parfois ça va, voilà, parfois ça va, parfois ça va pas. S'il faut aller faire un autre boulot, bah, j'irai faire un autre boulot pour pouvoir continuer de produire, pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc voilà. Ouais, c'est un métier, comme on dit, où il faut de l'argent pour travailler, quoi. et c'est ça qui est quand même ouf. C'est ça qui est hyper paradoxal. Et c'est pour ça, tu vois, que je suis attachée à cette dernière question, parce que évidemment, je sais très bien que c'est pas évident pour les artistes d'y répondre, mais parce que justement, il y a ce truc-là de se rendre désirable, etc., tu vois, et c'est un truc, comme je te disais, que je vis aussi. Mais en fait, plus on mettra en avant en fait ce problème-là de la rémunération et du statut d'artiste, plus aussi on s'en rendra compte et on sera amené à le régler. Donc merci de répondre à cette question, même si je sais qu'elle n'est pas évidente, quoi. Ouais, non, j'ai pas de gêne au niveau de l'argent ou quoi que ce soit, tu vois. Je pense que avant de faire des études d'art, tu te poses la question tu vois, à plusieurs reprises avant de te dire voilà, je vais être artiste ou je vais pas être artiste. Tu sais où tu fous les pieds, tu vois. Donc soit ça marche pas. Mais avant que ça marche, en tout cas, il faut galérer. Il faut s'accrocher et y aller. Voilà, c'est comme tout. Mais c'est pas mal de finir là-dessus. C'était le 5e épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Merci Sabrina d'avoir accepté d'y participer. Je remercie également David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Nicolas Dauban, avec qui on parlera de ses sujets de prédilection, comme le milieu carcéral bien sûr, mais aussi de résistance. On est finalement toujours un peu dans les mêmes thèmes, j'ai l'impression, c'est pas plus mal. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.